Bonjour, bienvenue dans ce webinaire consacré aux moustiques et aux arboviroses. Nous allons être deux pour vous présenter ce sujet, moi-même qui suis entomologiste et ma collègue le docteur Émilie Javel qui vous parlera des arboviroses. Ce webinaire est à destination des professionnels de santé. Les principaux objectifs sont d'identifier les vecteurs d'arboviroses, de former les publics relais et de relayer les messages de prévention. Les moustiques. Tout le monde connaît les moustiques pour avoir été au moins piqué une fois dans sa vie. Donc le moustique, c'est un insecte hématophage, la femelle, c'est-à-dire que c'est un insecte qui va avoir besoin de sang pour se nourrir. C'est l'insecte qui nous pique le plus et c'est aussi le meilleur vecteur de pathogènes de ce fait. Alors le moustique, vous le voyez ici, c'est un insecte très simple, avec une tête qui comprend les pièces buccales, les antennes et les yeux, un thorax qui va contenir principalement des muscles, puisque c'est là que sont reliés les pattes et les ailes, et un abdomen où on va trouver les organes génitaux et le tube digestif. La différence entre mâle et femelle, on la voit sur les petites flèches noires, elle est indiquée, ce sont les antennes principalement. Vous voyez que les antennes du mâle sont très soyeuses, plumeuses, et donc à l'œil nu, c'est ce que l'on va distinguer en premier par rapport à la femelle qui a des antennes très simples. La femelle, elle peut aussi se nourrir de sucre pour avoir un petit peu d'énergie, qu'elle va trouver également sur des fleurs, mais elle va avoir besoin d'un repas de sang pour la maturation des œufs. La longévité de la femelle est un peu plus importante, ça va être 3-4 semaines, voire plusieurs mois, ça va dépendre des espèces. Par contre, là, il va y avoir dispersion active de la femelle puisqu'elle va devoir trouver un hôte pour son repas de sang. Donc ça va être quelques centaines de mètres, par exemple pour l'Albopictus, 300 mètres environ, à plusieurs kilomètres suivant les espèces là encore. Alors le cycle biologique des moustiques, très important à connaître, ça va être important pour la lutte. On voit bien qu'il y a deux parties, une phase aquatique et une phase aérienne. La phase aquatique, donc, où va se passer le développement des larves avec ponte des œufs, 4 stades larvaires, une pupe qui va être en fait l'équivalent de la chrysalide ou du cocon du papillon, forte activité métabolique pour transformer en fait la larve tout simplement en adulte. Et c'est donc au niveau de cette phase aquatique que l'on va être le plus efficace pour faire une action préventive, puisque vous avez compris que c'est là que les larves sont prisonnières de ce milieu et on pourra agir très facilement. Par contre, une fois qu'on va avoir un adulte, mâle ou femelle, qui va s'envoler, ça va être plus difficile pour pouvoir les atteindre. La vie des moustiques, c'est quoi? Donc la vie d'une femelle, par exemple, après l'émergence de cette mare, de ce gîte de reproduction, il va y avoir un accouplement. Les mâles sont là à les attendre. Accouplement unique où la femelle va acquérir sa réserve de spermatozoïdes pour toute sa vie, qu'elle va stocker dans des organes dédiés qui sont des spermathèques. Et une fois donc qu'elle a acquis cette réserve de sperme, il va falloir qu'elle cherche un repas de sang, un hôte. Et une fois ce repas de sang fait, elle va aller tout simplement dans un gîte de repos pour digérer ce sang et en même temps donc maturer ses œufs. Et une fois que les œufs sont obtenus la maturation, elle va pouvoir les déposer dans un gîte de ponte, un gîte larvaire qui va être une petite mare par exemple. Et une fois qu'elle a pondu, la femelle, il va falloir qu'elle recommence un repas de sang. Et donc le cycle va recommencer, ce qu'on appelle un cycle gonotrophique, c'est-à-dire repas de sang, repos, ponte, repas de sang, repos, ponte. Toute la vie de la femelle moustique, ça va être ça. Comment distinguer un moustique de quelque chose qui peut y ressembler comme une tipule? Je vous dis ça parce que moustique tigre, on pense immédiatement à un gros moustique. En fait, pas du tout, c'est un tout petit moustique, le moustique tigre. Et souvent, donc, on m'amène des tipules, les moustiques que vous voyez ici sur la photo de gauche, qui sont des gros moustiques, des gros cousins des moustiques, puisque ce n'en sont pas. Et pour les reconnaître, tout simplement, il suffit de regarder la tête, vous voyez, et on s'aperçoit qu'ils n'ont pas de pièces buccales, contrairement aux moustiques. Chez les moustiques, 3 genres importants à retenir en pathologie humaine notamment. Le genre Aedes, le meilleur vecteur, si je puis dire, d'arbovirose, fièvre jaune, dengue, zika, etc. On va en reparler après. Les Culex, avec notamment Culex pipiens. Bon vecteur d'arbovirus, notamment le West Nile. Les Anophèles, qui sont les uniques vecteurs du plasmodium, donc qui va donner la maladie qu'on appelle le paludisme. Le moustique tigre, donc Aedes albopictus. Comment on peut le reconnaître? Donc vous voyez que c'est un moustique noir haché de blanc, c'est pour ça qu'on l'appelle tigre d'ailleurs, avec des pattes donc annelées, un corps annelé aussi, surtout au niveau de l'abdomen. Donc c'est un moustique qui va piquer le jour, qui est assez agressif, plutôt en extérieur. Il est très bien adapté à nos villes,
puisque c'est nous qui en gros fournissons les gîtes, hein, les petits gîtes pour le moustique, on va le voir après. Il est très bon vecteur, donc réceptif à de nombreux arbovirus. La femelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, se déplace très peu autour du gîte, 300 mètres environ. À savoir également que c'est un moustique qui a un large choix d'hôtes. Vous voyez ici, je vous ai mis quelques silhouettes, un humain, un oiseau, un batracien, un reptile. Ça, c'est important à savoir. On se rend compte là l'importance de préserver la biodiversité, puisque beaucoup de ces animaux sont des impasses pour le virus. Et donc, on a tout intérêt à ce que le moustique aille piquer ces animaux plutôt que de bons réservoirs, hein, comme nous ou un chien. La répartition de ce moustique, donc il est arrivé en France, il a passé la frontière italienne en 2004 environ, et vous voyez qu'il s'est répandu un petit peu sur tout le sud de la France. C'est la moitié sud, on va dire, de la France qui est vraiment très impactée, l'Espagne, l'Italie, etc. Et cette aire de répartition est bien sûr en constante évolution d'année en année. Les gîtes de reproduction de ce moustique, à retenir, ce sont vraiment des tout petits gîtes, généralement créés par l'homme. Je vous en ai mis quelques exemples ici, et vous le voyez sur les données de l'OID, sur ce camembert, ça va être des coupelles ou des récipients inférieurs à 10 litres d'eau qui vont être impactés, donc favorables à ce moustique. Les œufs sont pondus isolés, ils sont très résistants à la dessiccation, ils vont résister à la chaleur de nos étés, et ils résistent également à nos hivers puisqu'ils sont riches en glycérol. C'est d'ailleurs au stade œuf que le moustique va passer l'hiver, ce qu'on appelle la diapause hivernale. Donc des gîtes de petit volume, je vous ai mis quelques exemples flagrants typiques comme des pneus, vous voyez, un seau négligé, un tronc d'arbre creux, des bambous. Alors pourquoi des bambous? Parce que c'est le gîte d'origine du moustique puisqu'il vient d'Asie. Et les bambous sont à la mode, on en trouve beaucoup dans les jardineries maintenant, mais vous pouvez en planter dans vos jardins. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jour où vous allez les couper au niveau du nœud pour éviter qu'il y ait une petite quantité d'eau qui reste dans ces bambous. La soucoupe également, gîte prédilection pour ce moustique. Alors soit on la vide, soit on la sature en sable, on va le voir après. Autre moustique important dans nos régions, le Culex pipiens. Donc un moustique plutôt marron, vous voyez, assez terne. Si on peut apercevoir son abdomen, on s'apercevra qu'il y a des bandes blanches très caractéristiques. Lui, c'est un moustique qui va pouvoir piquer à l'intérieur des maisons. Il est nocturne, donc il va nous piquer plutôt la nuit, et c'est lui qui va avoir cette activité bruyante là aux oreilles qui nous énerve tant. C'est le Culex pipiens. On le trouve partout, en zone urbaine, rurale, et c'est un bon vecteur aussi de West Nile, par exemple, puisque vous voyez, son choix d'hôtes, ça va être les oiseaux. Vous savez que les oiseaux sont les réservoirs du West Nile. Les oiseaux comme les humains, comme un chien, etc. Donc un moustique qui va pouvoir passer de l'un à l'autre facilement. Sa répartition, donc toute l'Europe en gros, et la zone du Maghreb, le pourtour méditerranéen. Les gîtes de reproduction de Culex pipiens vont pouvoir être plus importants en volume que ceux de l'Aedes albopictus. Vous voyez sur une étude qu'on a fait à Marseille en 2015, où on travaillait sur des gîtes larvaires, on a trouvé en majorité donc, du Culex pipiens dans tous ces gîtes. Donc je vous ai mis quelques photos en dessous, vous voyez, des bâches de bateau, des bouches d'égout, donc avec des eaux très sales. Et on dit d'ailleurs, une étude a montré que plus les eaux sont sales, plus le moustique va être agressif. Les œufs chez ce moustique donc, sont pondus en radeau à la surface de l'eau. Vous avez une photo ici. Voilà, je cède la parole au docteur Émilie Javel pour vous parler des arboviroses. Bonjour à tous. Alors nous allons maintenant parler des virus qui sont transmis par ces moustiques. Alors quand évoquer une arbovirose? Donc il faut l'évoquer chez un voyageur qui rentre depuis moins de 14 jours d'une zone où circule le virus et qui présente un tableau clinique compatible. Et il faut savoir également l'évoquer de façon autochtone chez quelqu'un qui n'a pas voyagé s'il a un tableau clinique compatible en période d'activité du vecteur. Alors pour savoir quand et où circulent ces virus, vous avez tous les ans une version actualisée du bulletin épidémiologique hebdomadaire qui est disponible sur le site de l'INVS et vous avez le lien sur la diapositive. Donc c'est mis à jour tous les ans au mois de mai et vous pouvez donc avoir un accès libre à cette actualité. Alors, quelles mesures sont à prendre dès lors que vous suspectez une arbovirose? Donc, la première chose, c'est d'éviter la dissémination. Donc, pour ça, il faut arrêter les gens, leur donner un arrêt de travail et leur interdire de voyager. Ils doivent rester à domicile, se reposer avec des mesures de prévention contre les piqûres de moustiques. Donc, des vêtements longs, imprégnés, par exemple de rester sous moustiquaire pour se reposer ou encore de mettre des répulsifs cutanés.
En termes de prescription, il faut veiller donc à une bonne hydratation du patient, lui prescrire un antipyrétique, du paracétamol s'il n'y a pas de perturbation du bilan hépatique. Et puis, vous pouvez donner également des antihistaminiques s'il y a un prurite ou une éruption prurigineuse. Il ne faut pas prescrire d'anti-inflammatoires, surtout à la phase aiguë et fébrile, parce que ça peut gêner la réponse antivirale et ça expose au risque d'aggravation des complications. Comment confirmer le diagnostic? Alors, les prélèvements, ça va être des prélèvements sanguins pour l'essentiel. On verra qu'on peut aussi faire le diagnostic sur le LCR lorsqu'il y a des symptômes neurologiques. Pour le virus Zika, on peut faire une PCR dans les urines jusqu'au 10e jour des symptômes. Et quel que soit le prélèvement, il faut l'adresser donc à certains laboratoires de ville qui ont la technique ou alors au CNR des arboviroses qui se trouve à Marseille à l'IHU Méditerranée Infection. Et ces prélèvements doivent obligatoirement être accompagnés d'une fiche de renseignement clinique que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien de la diapositive. Et cette fiche permet en particulier au CNR d'adapter la recherche des arbovirus. Donc en général, on recherche les 3, chikungunya, Zika et dengue, parce qu'il n'est pas toujours facile de faire la différence sur le plan clinique et parce que ce sont les plus fréquents. Mais selon la description clinique et les données épidémiologiques que vous pourrez fournir, le CNR peut adapter la recherche et l'étendre à d'autres arbovirus. Le diagnostic, il faut privilégier la mise en évidence directe du virus par la PCR qui se fait dans les 7 premiers jours des symptômes. C'est le diagnostic de certitude. Au-delà du 7e jour, on pratique une sérologie, donc on recherche des anticorps, c'est un diagnostic indirect et il peut y avoir des sérologies qui croisent et donc des faux positifs. Donc c'est un diagnostic qui a une validité moindre par rapport à la PCR. Donc il faut vraiment privilégier un prélèvement précoce. Dès que le cas est confirmé, il faut absolument le notifier et le déclarer à l'ARS le plus rapidement possible pour déclencher les procédures autour du cas. Cette déclaration, vous pouvez la faire donc en téléchargeant la fiche et en la faxant, par exemple. Vous pouvez passer un coup de téléphone également, c'est rapide et efficace, et sinon par email. Alors, on va commencer avec le virus de la dengue. Donc, c'est un virus qui est hyper endémique, notamment dans la partie de l'hémisphère sud. On estime que 40% de la population mondiale est exposée au virus et il y a de l'ordre de 100 millions de cas par an, responsables d'environ 22 000 décès avec une mortalité surtout infantile dans les zones endémiques. Sur le plan clinique, la dengue est dans la majorité des cas asymptomatique, alors surtout lorsque c'est un premier épisode, parce qu'il existe 4 virus différents pour la dengue. Vous pouvez donc être infecté 4 fois par le virus et on pense que le fait d'avoir déjà eu la dengue rend la probabilité de faire une dengue sévère plus importante avec le temps. Alors, l'expression clinique, c'est ce qu'on appelle le syndrome dengue-like classique, donc de la fièvre, des douleurs, notamment des myalgies. Vous pouvez avoir une éruption cutanée. Il y a un signe cutané à rechercher, c'est le signe du lacet, qui traduit en fait la fragilité des vaisseaux sanguins qui accompagnent la dengue. Ce signe du lacet, c'est lorsque vous prenez la tension du patient avec un brassard. Au moment où le brassard se gonfle, il exerce une pression. Et quand vous enlevez le brassard, vous allez pouvoir observer un éclatement des vaisseaux, ce qu'on appelle des vibis. C'est ce qui est représenté sur la photo de la diapositive. Donc c'est un signe de la maladie, ce n'est pas un signe de gravité, mais c'est très en faveur du diagnostic. Un autre signe évocateur, ce sont les céphalées rétro-orbitaires avec des douleurs à la mobilisation des globes oculaires, très évocateur également. Et puis, dans son expression sévère, la dengue va se manifester sous la forme d'hémorragie. Il peut y avoir des chocs, un choc hypovolémique ou un choc hémorragique d'emblée, et il peut y avoir des complications organiques, notamment encéphalite, hépatite ou myocardite. Le diagnostic biologique, outre ce qu'on a déjà dit au début, pour la dengue, il existe un test de diagnostic rapide qui détecte un antigène du virus dans le sang, ce qu'on appelle l'antigène NS1. Ce test est très précocement positif, dès J0, mais il peut être faussement négatif, donc ne pas être rassuré par un test négatif. Sur le plan du traitement, alors il est primordial de ne pas donner d'anti-inflammatoire à un patient qui est infecté par le virus de la dengue parce que ça augmente vraiment le risque de complications hémorragiques. Le traitement consiste à hydrater et remplir le patient avant qu'il y ait des signes d'hypovolémie, notamment la tachycardie et l'hypotension.
En termes de prévention, il existe un vaccin pour le virus de la dengue qui est actuellement commercialisé dans les zones d'endémicité. Ce vaccin n'est recommandé que chez des personnes qui ont déjà été infectées par le virus et qui se trouvent dans des zones à haut risque. Donc il n'y a pas d'indication chez le voyageur, par exemple. Pour ce qui est donc de la cinétique de l'infection, il y a une période charnière à vraiment surveiller entre J4 et J7. C'est le moment où l'évolution peut être défavorable vers une forme sévère. Ce moment correspond cliniquement à la pyrexie, donc la chute de la fièvre, et sur le plan biologique, c'est là où on observe le taux le plus bas de plaquettes. Donc il faut surveiller le patient jusqu'à ce moment-là, et il faut rechercher sur le plan clinique ce qu'on appelle des signes d'alerte qui font craindre l'évolution vers une forme sévère. S'il y a présence de ces signes d'alerte, il faut adresser le patient à l'hôpital pour une prise en charge adaptée. Le chikungunya, c'est un virus qui était confiné à l'Afrique et à l'Asie du Sud-Est jusque dans les années 2004, où il a vraiment réémergé et s'est étendu avec une mondialisation actuelle, puisqu'il a circulé en Amérique centrale, latine, Amérique du Sud, en océan Indien, en Océanie et dans le Pacifique. Par ailleurs, il a circulé même en France, puisqu'il y a eu des foyers de transmission autochtones à plusieurs reprises en 2010, en 2014 et en 2017. Sur le plan clinique, contrairement à la dengue, le chikungunya est très souvent symptomatique, dans 90% des cas. Et sa signature, c'est vraiment une atteinte articulaire qui peut être très invalidante, avec de nombreuses articulations touchées en même temps, sous la forme soit de douleurs isolées, soit même d'arthrite, avec des gonflements articulaires. Et ça peut s'accompagner de phénomènes périarticulaires comme des ténosynovites, des œdèmes des extrémités qui peuvent conduire à des compressions ou une atteinte des petites fibres nerveuses qui donnent des douleurs neuropathiques. Il peut y avoir une aggravation des syndromes canalaires comme les syndromes du canal carpien et d'autres complications loco-régionales qui aggravent les douleurs. La souche asiatique est caractérisée sur le plan clinique par des polyadénopathies avec des ganglions qui peuvent être extrêmement volumineux et palpables. Les formes graves sont rares, elles sont essentiellement liées à la décompensation des comorbidités des patients. Il peut y avoir des atteintes d'organes, encéphalite, myocardite et hépatite, mais c'est très rare. Et la létalité est équivalente à celle d'une épidémie de grippe, 1 pour 1000 à peu près. La prise en charge, c'est essentiellement de soulager le patient, de donner des antalgiques pendant la phase fébrile. Et puis, on va voir tout de suite que, comme les symptômes peuvent malheureusement persister, dès lors que vous avez des douleurs articulaires qui s'installent, au-delà de 10 jours à 3 semaines d'évolution, il faut introduire, là, cette fois, des anti-inflammatoires non stéroïdiens pour soulager les patients. Les symptômes persistants sont des douleurs articulaires, des gonflements, il peut y avoir des ténosynovites et parfois même des arthrites. Alors si les phénomènes inflammatoires de type arthrite ou synovite persistent au-delà de 3 mois, il faut absolument adresser le patient à un rhumatologue parce qu'on sait que le chikungunya peut déclencher ou révéler des rhumatismes inflammatoires chroniques comme des polyarthrite rhumatoïde par exemple. Vous avez une illustration ici sur la diapositive à droite d'un patient qui a été infecté à La Réunion par le virus du chikungunya qui n'avait aucun antécédent de rhumatisme et qui dans les suites a développé une polyarthrite déformante. Et il faut savoir que par exemple à l'hôpital Lavéran à Marseille, il a été mis en place une consultation spécifique dédiée au suivi de ces patients. Alors le virus Zika, sa particularité c'est qu'il peut être transmis de manière sexuelle et également verticale. Il y a eu des transmissions autochtones du virus Zika, à chaque fois c'était par voie sexuelle en 2016 et en 2017. La clinique, c'est une arbovirose qui le plus souvent passe inaperçue, elle est asymptomatique. Sinon, le tableau est vraiment celui, on va dire, de la rougeur, puisque vous avez une éruption cutanée assez floride et très prurigineuse, et vous pouvez avoir une hyperémie conjonctivale avec des yeux très rouges, peu douloureux. Le pronostic est lié aux possibles formes neurologiques des méningoencéphalites, des myélites, mais aussi et surtout un syndrome de Guillain-Barré, qui est donc une complication retardée sur laquelle il faut sensibiliser les patients.
La transmission congénitale du virus peut aboutir à une forme néonatale qui est assez connue, c'est la microcéphalie, mais il faut savoir qu'il en existe d'autres avec par exemple des anomalies neurologiques à périmètre crânien normal. Vous pouvez avoir également des dysmorphies, des complications oculaires ou des troubles musculo-squelettiques. Le risque d'infection congénitale est présent à tous les trimestres de la grossesse, mais il prédomine au premier trimestre et il survient dans à peu près 10% des nouveau-nés qui sont nés de mères infectées. Le diagnostic du virus Zika, il faut privilégier la PCR que vous pouvez faire dans le sang dans les 5 premiers jours, mais aussi dans les urines jusqu'au 10e jour, voire même au-delà. Et également dans le sperme, le virus a été détecté jusqu'à 6 mois dans le sperme, étant infectant jusqu'à 69 jours. Alors, les conseils à donner vis-à-vis du Zika, donc il faut absolument déconseiller bien sûr le séjour aux femmes enceintes dans les zones où circule ce virus. En cas d'infection au retour, eh bien, il faut essayer d'avoir des rapports sexuels protégés pour les hommes pendant 6 mois et pour les femmes pendant 8 semaines. J'insiste sur le fait que cette transmission, elle est vaginale, mais elle est aussi orale et anale. Et également, un autre cas de figure important, c'est lorsqu'une femme enceinte revient d'une zone où circule le virus Zika, si elle n'est pas symptomatique, il n'y a pas de dépistage systématique à proposer, il faut juste adapter le suivi obstétrical et notamment les échographies. Vous trouverez sur la diapositive et également sur le site du Haut Conseil de la Santé publique toutes les recommandations pour bien conseiller et bien prendre en charge les voyageurs au retour et en particulier s'ils ont un projet de conception. On passe maintenant au West Nile. Le virus West Nile est différent des autres parce que la transmission déjà se fait par un moustique qui est le Culex. Et dans ce cycle, l'homme est une impasse pour sa réplication. C'est un hôte accidentel puisque, comme l'a dit Jean-Michel, le réservoir est l'oiseau. Le West Nile a été montré potentiellement transmissible par voie transfusionnelle. Ça a été mis en évidence aux États-Unis et donc il y a une loi qui exclut du don du sang toutes les personnes qui reviennent d'une zone à risque, on verra la carte tout à l'heure, dans les 28 jours qui suivent leur retour. Il y a une transmission également par le lait maternel et transplacentaire au 3e trimestre. Donc voici la carte du virus West Nile. On voit qu'il est installé en Europe de l'Est essentiellement, et également en France, dans le Sud-Est. En cas d'infection, les patients sont le plus souvent asymptomatiques. Dans 25% des cas, vous allez avoir un syndrome pseudo-grippal. Et puis, pour 1%, il peut y avoir une forme neurologique grave, essentiellement chez les patients âgés ou immunodéprimés, sous la forme de méningo-encéphalite, de paralysie flasque et parfois des formes létales dans 10% de ces formes neurologiques. Le diagnostic peut être fait à ce moment-là sur le LCR, par une ponction lombaire. On va rechercher le virus par PCR et également faire une sérologie. Donc pas de vaccin pour se prémunir du West Nile. Donc vraiment la lutte antivectorielle est importante et on va y revenir. Alors vous avez compris, il n'y a pas de traitement contre ces arboviroses et la meilleure moyen de s'en prévenir, donc, ça va être de lutter contre les vecteurs, les moustiques. Alors comment se prémunir? Déjà en ciblant les gîtes larvaires autour de sa maison. Je vous ai donné ici l'exemple d'une maison avec, vous voyez, donc des récipients abandonnés, des jouets d'enfants, des pneus, etc., des fuites d'eau qu'il faudra penser à réparer. Donc tout ça, c'est important au moment de la saison du moustique de faire le tour de sa maison pour se prémunir et vider tous ces gîtes potentiels. Pensez aussi à le refaire à la moindre petite pluie. Certains de ces gîtes, un jouet abandonné par un enfant, un petit seau, a pu se remplir. Pour vous aider dans ce but, vous pouvez trouver sur Internet des checklists comme celle-ci qui est éditée par l'EID et qui va vous aider donc à passer en revue tous ces points à visualiser autour de la maison. Pour traiter ces gîtes larvaires, donc ça va être très simple lorsqu'il s'agit de contenants, il va suffire de les vider tout simplement, réparer une fuite, se débarrasser de dépôts d'ordures qui sont autant de lieux de petits gîtes. Pensez aussi à pomper l'eau d'un vide sanitaire si on en a un qui peut se remplir d'eau. Vous voyez, la simple bonde d'une plaque d'égout peut suffire à ce moustique. Donc une fois que l'on a fait ça, on peut se prémunir lorsqu'on a des marques qu'on ne peut pas vider, tout simplement en mettant des larvicides non chimiques. Ce sont des bactéries, Bacillus thuringiensis. Deux formulations existent, le Vectobac ou le Vectomax qui est encore plus performant.
Prédateurs naturels, si on en a dans nos mares, des poissons par exemple, eh bien c'est très bien. Favoriser aussi la faune naturelle de ces larves, les libellules, les notonettes, qui sont autant d'insectes qui vont être prédateurs de ces larves de moustiques, et dans le cas des libellules également des adultes moustiques. Pour se protéger des moustiques adultes cette fois, ben on va se prémunir nous-mêmes par des moyens mécaniques comme une moustiquaire imprégnée par exemple. La climatisation que les moustiques n'aiment pas trop puisque ça les ralentit, ça les bloque. Une moustiquaire, bien sûr, pour éviter qu'ils rentrent dans nos maisons. Un ventilateur également peut perturber leur vol et ils n'aiment pas trop ça. On peut utiliser également des répulsifs. Alors là, je vous conseille d'en utiliser au moins 2 ou 3 pour avoir une rotation des molécules, pour éviter que les moustiques s'habituent, puisqu'ils s'habituent à ce genre de produit, malheureusement. Et donc, pour vous le dispenser, vous voyez, évitez de passer la bombe en hauteur, comme au niveau du bras de ce monsieur. On voit très bien en plus la bombe, vous voyez qu'il va prendre du produit, et certains de ces produits, comme le DIT par exemple, sont corrosifs pour le plastique. Donc plutôt en mettre dans sa main et se le badigeonner sur le bras, sur les parties découvertes, ou sur les parties découvertes d'un enfant. On peut utiliser des pièges. Alors, il y a des pièges assez élaborés comme le BG Sentinelle, qui marche très bien. Si en plus on peut additionner avec du CO2, c'est un piège qui va être encore plus performant. Ça a un certain prix. Pour les femelles, on peut également utiliser des pièges, ce qu'on appelle des pièges pondoirs, des pièges à femelles gravides, c'est-à-dire une femelle qui est prête à pondre. On va lui proposer tout simplement un gîte larvaire avec de l'eau. Mais lorsqu'elle va rentrer dans ce seau, elle ne pourra plus en ressortir, elle va mourir dedans. On peut utiliser également les UV, par exemple pour le Culex pipiens, qui est un piège également efficace. Les traitements chimiques, eux, sont réservés aux professionnels, le ID notamment, qui va intervenir autour des cas déclarés dengue, chikungunya, etc., dans nos régions. On peut utiliser, certains pratiquent la désinsectisation de confort, si je puis dire, parce qu'ils ne veulent pas de moustiques dans leur jardin. Normalement, ce n'est pas conseillé, c'est fait par des professionnels de la 3D. Malheureusement, ça détruit. Pourquoi? Parce que ça détruit toute notre faune, nos auxiliaires, les fameux insectes dont on vient de parler, comme les libellules, les lézards, les poissons, etc. Ça induit également de la résistance chez ces moustiques. Et donc, toute cette faune que l'on détruit, il faut savoir qu'elle va mettre plusieurs mois, voire plusieurs années à revenir, alors que le moustique, lui, en une semaine, il va être de retour. Donc, adapter sa lutte en fonction de la cible. Effectivement, si on a surtout des Aedes albopictus, donc privilégier par exemple le BG Sentinelle qui va faire chuter la population autour de sa maison, ça ne va pas empêcher qu'on soit piqué, mais il y aura moins de moustiques quand même, ça va être plus supportable. Le piège UV là est inutile puisque c'est un moustique diurne qui va agir en journée. Si l'on a plutôt du Culex pipiens autour de sa maison, donc là le piège UV va marcher. Le piège BG sera aussi efficace mais beaucoup moins que pour l'Aedes. Voilà, je vous remercie pour votre attention.